Alors, ce soir, sur cette nuit de l'ENS, vous allez peut-être assister à des discussions autour de l'énergie sous l'angle scientifique, économique, politique, technologique, ou même peut-être sous l'angle historique. Il ne faut pas croire que cette problématique-là ne concerne pas le champ littéraire. Au contraire, hein, les questions environnementales sont aussi des enjeux d'écriture, et c'est ce qu'on retrouve dans vos textes, Lucie Taïeb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, poétesse, enseignante-chercheur à l'Université de Brest et traductrice. Et je me présente, je suis Natacha Triou, productrice et journaliste à France Culture. Alors, Lucie Taïeb, on vous doit une dizaine d'ouvrages. Dans vos romans La mer intérieure, paru en 2024 chez Flammarion, vous décrivez des paysages dévastés par l'extraction du charbon en Allemagne de l'Est. Dans Fresh Kills, en 2022 aux éditions La Contre-Allée, vous revenez sur une mutation, celle de la plus grande décharge à ciel ouvert aux États-Unis, qui est transformée en grand parc naturel. Et on peut dire que vos sujets, vos terrains, les terrains que vous explorez, ce sont des terrains qui pourraient être explorés par des géographes et des anthropologues. Mais d'abord, j'aimerais vous faire parler un peu de la mer intérieure et vous demander de nous raconter ce que raconte ce livre. Oui. Donc, bonsoir. Alors, le rapport est direct avec la question de l'énergie, puisqu'il est question de paysages miniers. Ce livre se situe en ex-Allemagne de l'Est. Et l'histoire qu'il raconte, c'est une histoire qui se passe après la mine. Donc, on est en Basse-Lusace, c'est dans le land du Brandebourg, à l'est de Berlin, et pas très loin de la Pologne. Et une mine, pendant des années, a dévoré, a dévasté les villages qui étaient habités dans cette région. Ça, c'est la première partie de l'histoire qui commence d'ailleurs déjà en RDA. Donc c'est aussi une histoire qui se prolonge sur plusieurs décennies. Et en 2018, moi, quand j'entends parler de cette région, c'est parce que l'un des cratères de cette mine donc, doit être transformé en lac. Et comme j'ai travaillé pendant plusieurs années sur des montagnes de déchets qui doivent être recouvertes pour former un parc, c'est presque mon imaginaire ou ma vision un peu de symétrie là, qui m'accroche d'abord à ces lieux, parce que je vois un cratère rempli d'une eau bleue, là où il y avait avant une mine, sachant que je n'avais pas très bien d'idée précise de ce processus. Donc le livre raconte à la fois, retrace la chronologie de cette transformation, mais il s'attache surtout à un lieu qui est un lieu d'archives, qui se situe dans l'un des villages qui, après avoir été détruit, a été reconstruit quasiment à l'identique à une quinzaine de kilomètres. Et dans ce nouveau village, donc, se trouve un lieu qui s'appelle l'Archive des villages disparus et qui retrace l'histoire de ces destructions et surtout de ces luttes. Donc on voit les témoignages des villageois qui ont lutté pendant des années, avant et après la chute du mur, pour que leur village ne soit pas rasé. Alors pourquoi vous avez choisi justement ce village-là, cette histoire-là, parmi la tripotée de lieux dévastés qui existent? Qu'est-ce qui vous a en particulier plu? J'avais pas une liste de lieux dévastés. J'aurais choisi un lieu en me disant tiens, c'est là que le vent me mène. Ça s'est fait plutôt par hasard et par cristallisation successive, je dirais. Donc moi j'étais à Berlin pour un séjour de recherche. J'ai entendu parler de ce procédé que je connaissais pas, mais qui est assez courant et particulièrement en Allemagne, de transformer les anciens cratères en lacs. Je suis allée une première fois dans cette région pour voir ce lac, puisque il y avait toute une promotion autour de la mer intérieure de Cottbus. Donc le futur lac déjà un peu là, mais quand j'y suis allée, il n'y avait pas de lac du tout. Donc il y avait une espèce de je ris, mais c'était vraiment frappant et troublant. C'était une sorte de no man's land, pas du tout un creux comme je l'avais imaginé, parce que après l'exploitation de la mine, on remet du sable dans le cratère. Donc voilà, une terre vaine, vraiment. C'est
ce qui pouvait correspondre le plus à cette idée de terre vaine ou de terre dévastée, aussi parce qu'elle est désormais infertile. Et donc j'ai commencé à creuser, comme on peut le faire. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai découvert l'histoire d'un premier village qui a été, que ses habitants ont quitté, mais qui a été ensuite occupé par des militants écologistes. Et puis l'histoire de ce deuxième village dont je vous parlais, dans lequel je me suis rendue. Vous avez commencé à creuser. Le livre commence comme une enquête d'ailleurs. Il y a un crime, mais c'est plus complexe que ça. Oui. Vous pouvez. C'est vrai qu'on aime bien l'exercice de la lecture. Et je veux bien en effet que vous nous donniez à lire et à écouter ce texte. Donc je vais vous lire le début. Et comme le livre vient de sortir, c'est vraiment la première fois que je le lis. Et je vous fais entendre l'exergue aussi. Pendant qu'il parlait, d'abondantes larmes inondaient son visage. Par 3 fois, il tenta d'entourer de ses bras le cou de son père. Par 3 fois en vain, il saisit l'image qui lui échappa des mains. Telle une brise légère et très pareille à un songe qui s'envole. Énéide, chant 6. Près du gouffre. S'il fallait commencer par une image, ce serait celle des époux Domain. Et s'il fallait commencer par un mot, ce serait leur patronyme, Domain, d'origine huguenote, que l'on prononce en allemand comme le nom commun français domaine, dont on mouillerait un peu le i. Les voici, cheveux gris, elle toute droite et lui, le front un peu penché vers la terre, non pas comme si les ans l'avaient courbé, mais comme on porte toujours de nouveau le regard vers le lieu de son attachement. La colère qui les anime ne se lit pas sur leur visage, ils ne haussent guère la voix, ils portent la révolte comme une lassitude. Dans le film documentaire qui leur a été consacré, on voit les époux Domain errer devant leur maison. Je dis errer, mais ils n'errent pas. Ils vont d'un point à un autre. Ils sortent de la maison et vont au fond du jardin. Ils sortent du jardin et empruntent un chemin. Ce qui donne l'impression d'une errance, c'est tout le paysage alentour. La maison est la dernière du village à être restée debout. À une centaine de mètres de là commence le cratère de la mine. On voit, on entend s'activer si proche une machine industrielle dont le nom en allemand tient en 2 syllabes, Bagger. En français, on dit excavatrice à godet. Elle ressemble à un animal de fer avec une gueule en forme de roue qui détruit et avale tout sur son passage. Elle ressemble à un dragon, à un monstre mythologique, mais elle n'a rien de légendaire. C'est une merveille de technologie. Le village où vivaient les époux Domain doit laisser place à la mine. À la suite d'une âpre et longue lutte, les habitants ont fini par quitter leur maison et le village a été rasé, mais ce n'est pas encore la fin. Et juste un petit peu plus loin, pour vous donner aussi une idée de la structure du livre. On ne la voit pas, mais elle est déjà là, dans la poussière qui s'élève des gravats, brume insistante et compacte. Ils la porteront en eux longtemps après avoir quitté le village détruit. Elle obscurcira leurs rêves et leurs éveils, semblera se dissiper un temps, ressurgira, soudaine, impérieuse. Invisible et partout. Ceci n'est pas le récit d'un engloutissement, c'est une errance, une longue quête inutile. Ceci est l'histoire du nombre. Merci, c'est dur de, de reprendre derrière ça. Dans ce texte, on entend, dans la mer intérieure, on entend des villageois en lutte. Pour vous, c'était quelque chose d'important justement de faire entendre cette voix-là, ces voix-là, et peut-être même l'énergie de la lutte. Oui, absolument. C'était aussi toute la question de comment on raconte une histoire. On peut raconter une histoire de lutte par la faim,
comme l'histoire d'une lutte qui, bien qu'acharnée, s'achève par un échec et par une perte. Mais il y a aussi une manière de faire entendre cette lutte, précisément comme moi j'ai pu l'entendre dans cette archive des villages disparus, en reprenant les voix qu'on entend, reprenant les récits de témoignages qui existent déjà. Donc j'ai puisé dans des archives qui existent déjà. J'ai moi-même mené aucun entretien, j'ai pas fait d'enquête directe, mais j'ai travaillé avec ces archives en les traduisant, puisqu'elles étaient toutes en allemand, et en les tressant ensuite dans ce récit chronologique que je fais de la lutte des villageois. Comment ça se travaille justement, ça plus précisément, la matière documentaire? Comment, en tant qu'écrivaine, on s'inspire justement de mots réels, on les traduit, on en fait de la texture fictive? Alors c'est pas de la fiction. Il y a des éléments fictifs dans le texte, mais pour moi ça reste vraiment un récit documentaire ou quelque chose qui serait entre le récit et l'essai, une forme hybride. Il y a des éléments de fiction dans le texte, mais qui concernent plus, comme j'ai besoin d'un personnage et que je me mets en scène moi en train de chercher mon sujet ou en train d'essayer d'enquêter. Là il y a des parts de fiction, mais en ce qui concerne vraiment la lutte des villageois, là, j'ai repris tel quel tout ce que j'avais pu lire, et le travail se fait plus dans un travail de montage, de prélèvement et de citation, avec une espèce de double contrainte. La première contrainte, c'est de redonner son intelligibilité à la chronologie des événements. Donc voilà... faire un récit linéaire et qui soit clair, puisqu'il y a aussi eu des péripéties juridiques pendant cette lutte. Donc il faut être à la fois assez précis et voilà, suivre simplement cette ligne, mais en même temps ne pas assécher le propos par ce qui serait juste un récit des faits, et essayer de faire entendre justement ces voix. Alors, je décris précisément ces deux vieilles personnes, ces deux personnes assez âgées, au bord du cratère. Je décris aussi d'autres impressions, moi, dans les témoignages, qui m'ont touchée, qui m'ont émue. En fait, quand je suis en contact avec la matière documentaire, je l'aborde pas en cherchant à prélever les informations utiles, qu'il va falloir quand même que je donne à comprendre, mais je cherche ce qui est saillant, ce qui me touche. Pas forcément les points de pathos, mais les points qui frappent ou qui me frappent d'une manière ou d'une autre, en ayant l'impression que ça va résonner aussi, ça pourra résonner aussi dans la perception des lecteurs. Ce qui vous intéresse, c'est peut-être ce qui peut porter l'étincelle et amorcer le mouvement de révolte? Ce qui m'intéresse, alors là, je dirais que je suis un peu au-delà de... C'est-à-dire que je viens après des luttes qui ont été désastreuses. Donc, ce qui m'intéresse de donner à entendre, c'est à la fois, là, alors dans un sens figuré, l'énergie qui a porté ses habitants, et de transmettre quelque chose de cette énergie, moi, dans la langue littéraire que je peux mettre en œuvre, mais aussi, plus que transmettre la notion de révolte, il y a quelque chose, moi, dans cette histoire qui était de l'ordre du scandale, bien, à mes yeux, bien que ce soit une pratique courante, c'était la question de la compensation. Vous le savez sans doute, quand on doit détruire un habitat protégé, on propose une compensation écologique. Et là, dans cette région, c'est ce qui a été fait. Il y a des habitats qui devaient être protégés et qui finalement ont été détruits. Et on a proposé, l'entreprise minière a proposé en compensation de redessiner le cours d'un fleuve tel qu'il était, entre guillemets, à l'origine. Ça, c'était la compensation pour la destruction naturelle. Et pour ce qui est du village, on a proposé la construction d'un village à l'identique, à 15 km.
Et donc, moi, l'idée, là, c'est plutôt de pouvoir faire entendre, en créant des échos dans le texte, avec mon histoire personnelle, mais aussi avec le récit une petite nouvelle de Kleist, de l'auteur allemand Kleist, qui s'appelle Michael Kohlhaas. Donc voilà, en créant un système d'écho, mon idée, c'est de faire entendre la forme d'indécence morale à proposer une compensation pour la destruction de ce qui est irremplaçable. On ne remplace pas un village dans lequel des générations et des générations ont vécu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je ne dis rien d'ailleurs. Enfin, je ne suis pas là pour prescrire quoi que ce soit, mais j'essaie de faire entendre et de faire ressentir à la fois de la qualité de l'attachement au village perdu et encore une fois ce qu'il peut y avoir de troublant dans l'idée qu'on puisse remplacer l'irremplaçable. Vous abordez aussi dans ce texte la question de l'apprivoisonnement. Ah, je vais y arriver. En tout cas, la dépendance avec la Russie de l'Allemagne sur l'énergie également, enfin, avec cette histoire de mine. Oui, alors ça, c'est pas le sujet premier, mais c'est évidemment quelque chose qui m'interroge, puisque au moment où j'écris ce texte, c'était des questions qui restent toujours absolument brûlantes. C'est la question de la source énergétique, enfin de l'approvisionnement énergétique. Parce que l'Allemagne ferme ses mines, l'Allemagne veut sortir du nucléaire. Donc, comment faire pour approvisionner le besoin en énergie mais étrangement, ou pas, en tout cas, c'est pas sur le terrain allemand que la question s'est posée, c'est plus que soudain, l'évidence de l'approvisionnement énergétique de mon propre appartement, de ma propre maison, de ma propre ville, se reformuler. C'est-à-dire que quand je voyais mon téléphone portable en train de se charger, c'était comme si j'avais été reliée en direct avec la mine de Cottbus que je venais de quitter. Ça semble grossier peut-être comme rapprochement, mais ce qui m'importe à la fois dans Fresh Kills qui part d'une décharge et dans La mer intérieure qui parle d'une mine, c'est de montrer le coût de certains modes de vie. Voilà. Le coût de l'énergie, pour vous, c'est important également de penser ce problème de manière poétique. C'est-à-dire que la littérature peut être capitale aussi pour comprendre ces problématiques-là. Je ne sais pas si la littérature aide à comprendre, c'est plutôt l'idée que quand je vais ni en anthropologue, ni en géographe dans ces régions-là, c'est avec l'idée que, comme écrivaine, je ne vais pas décrire le village qui existe, je raconte cette histoire aussi, mais j'essaie aussi de raconter l'histoire d'une perte, l'histoire de ce qui a été perdu. Et c'est important pour moi de le faire, ou de penser qu'une œuvre littéraire peut avoir ce type d'ambition face à ces terrains-là, parce que ces lieux concernent c'est pas seulement des questions de gestion, c'est pas seulement des questions d'économie, mais c'est aussi des questions d'enjeux moraux, des questions de perception des lieux ou du réel. Et là, je pense que c'est pas quelque chose de neuf, mais les représentations littéraires ou les représentations artistiques en général peuvent contribuer à forger une représentation d'une époque. Et d'en faire une expérience sensible. Sensible, mais pas seulement, justement, parce que là, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, enfin moi, ce qui me plaît aussi dans ce travail, c'est que j'essaie de travailler sur des absences qui échappent à la saisie par les sens. Quand je vais voir la décharge de Fresh Kills, qui est devenue un parc, il n'y a plus aucune odeur, on ne voit plus les déchets. Donc, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qu'on ressent encore ou qu'est-ce qu'on peut encore dire de ce lieu qui est en mutation, qui est en train d'être transformé? Et aussi, c'est pas seulement une question de ressenti, parce que c'est aussi et presque surtout une question de langage. Que ce soit à Fresh Kills ou dans La mer intérieure, je parle de lieux
qui font l'objet d'un récit. Et je vais dans ces espaces au moment où le récit qui portera leur mémoire est en constitution. Et moi, je n'ai pas la prétention d'aller contre ces récits qui sont en train de se constituer. Par exemple, pour Fresh Kills, c'est le récit qui est en train de se constituer, c'est le récit d'une histoire qui finit bien. On est aux États-Unis. Et l'histoire qui se termine bien, c'est pendant des décennies, ici, il y a eu une décharge. Et maintenant, voyez, avec la technologie, on peut le transformer en parc. Donc, des pires... des choses les plus sombres ou des pires moments de pollution, on peut faire un lieu qui va être divertissant, qui va être agréable. Et donc, moi, pareil, je viens pas raconter mon récit, mais simplement porter attention à des archives qui existent déjà et en les tressant, faire entendre des voix qui racontent déjà un autre récit. Fresh Kills, pour vous situer, c'est vraiment l'histoire de la plus grande décharge à ciel ouvert qui est à côté de New York, qui a été un énorme chantier de 1948 à 2001, avant justement cette métamorphose. Vous, le point de départ, le déclic pour vous intéresser justement à ce site-là et à cette histoire, c'était quoi ? C'était un roman d'un romancier américain qui s'appelle Don DeLillo. Le roman, c'est Underworld, Outre-monde, et les personnages principaux de ce roman travaillent dans une entreprise de gestion de déchets. Ils sont cadres dans cette entreprise de gestion des déchets. Et il y a une espèce de fascination dans ce roman pour tout ce que l'histoire américaine refoule ou cache sous le tapis. Et la décharge ou les déchets sont une métaphore dans le roman de tout ce qui est évident et comme un nez au milieu de la figure, mais pourtant qu'on ne voit pas ou qu'on fait mine de pouvoir ignorer. Donc la description était étincelante dans les livres de DeLillo. J'étais juste curieuse de me demander à quoi ressemblait cette immense décharge. Et quand j'ai voulu me renseigner, j'ai vu que... je suis tombée sur un documentaire qui parlait du parc. Et donc c'était comme un redoublement de l'invisibilisation. Vous avez donc en effet, c'est à mi-chemin entre l'essai et le témoignage, Fresh Kills. Et à l'occasion d'une interview sur le plateau de la Grande Librairie, vous étiez aux côtés du sociologue Bruno Latour, c'était en 2021. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a réagi à ce livre et il dit l'histoire des décharges, c'est l'histoire de la vie, car chaque vivant vit des déchets d'un autre vivant. Oui, alors moi ce que j'entends ici, c'est peut-être aussi parce que ça résonne avec mes propres obsessions, c'est une espèce de circulation de matière. Je pense qu'on est en ce moment dans un moment où de plus en plus on est conscient, on a conscience du fait que les matières ont une origine et qu'elles sont appelées à avoir un terminus, qui sera peut-être pas un terminus, mais donc il y a cette espèce de flux continu de matérialité qu'on peut voir sous l'œil de la catastrophe, extractivisme et pollution par la dévastation de déchets plus ou moins toxiques, mais qu'on peut aussi réinscrire simplement dans une vision matérialiste ou issue du matérialisme. Effectivement, la matière circule, alimente les uns, des déchets sont créés, les corps se transforment, la matière demeure et la forme se perd. Voilà. Sur cette métamorphose et sur ce texte, je vous invite également à nous lire cet extrait que vous nous avez sélectionné. Oui, alors c'est un extrait un peu particulier dans Fresh Kills qui ne parle pas de la décharge, mais qui parle d'une autre transformation. C'est celle de la High Line, qui était une voie à l'abandon qui a été réhabilitée. Et si je vous lis cet extrait, c'est parce qu'il y est question d'énergie, mais dans un autre sens que celui de l'approvisionnement énergétique. Dans les années 1990, Joel Stanfeld a passé 1 an sur la High Line à l'abandon et bien avant sa réhabilitation, l'a photographiée en toute saison. De ces images émanent une grâce et une mélancolie dont il ne reste rien. Seule la structure métallique qui soutenait l'ensemble a été conservée, renforcée, sécurisée.
Les voies de chemin de fer ont été ôtées pour permettre les travaux, tronçonnées puis réincrustées par endroits dans le sol comme ornement. Toutes les plantes ont été arrachées, tous les graffitis nettoyés ou recouverts, puis des zones de végétation ont été aménagées. Ainsi, la High Line a retrouvé ses herbes folles et ses fleurs sauvages ou rares, disposées en massifs chatoyants, mais elles sont désormais inaccessibles au public, invitées à respecter les plantes et à rester de ce côté-ci de la cordelette, ce qui permet de dessiner exactement l'itinéraire de chacun tout le long de la ligne. De toute façon, qui voudrait abîmer d'aussi jolis bouquets ? La végétation est splendide, diversifiée et luxuriante. Par endroits, il a été prévu que le sol puisse se disjoindre pour laisser surgir des mauvaises herbes, soigneusement plantées dans les interstices prévus à cet effet. Là où la nature avait repris ses droits, zone franche au cœur de la ville, qui accueillait une faune délicate d'amoureux clandestins, d'artistes urbains, de petits trafiquants et de paumés, se déploie aujourd'hui, accessible à tous, un parcours balisé qui tente péniblement de conserver les attributs de ce qu'il n'est plus. Comment ne pas céder à la puissance mortifère d'une telle domestication ? Il n'y a rien d'étonnant à ce que, privés comme nous le sommes de toute énergie vitale, celle qui, nous dit Mary Douglas, réside dans les marges, les zones troubles, les individus inassignables, nous ne parvenions pas à refuser le monde qui nous est proposé. Cette complaisance, cette apathie me révulse, et en esprit, je mêle ma voix à celle des grands contenteurs de l'humanité, me répand en diatribe d'une agressivité revigorante, je vois le monde entier disparaître, purifié, sous un déluge qui, cette fois-ci, n'épargnera personne. Merci. Oui, en effet, on est les pieds dans cette question de l'énergie vitale et de qu'est-ce que finalement aussi, cette question fondamentale, qu'est-ce que la nature avec cette mauvaise herbe ? Oui, alors j'ai renoncé à savoir précisément ce qu'était la nature. Simplement, pour ce qui est de l'énergie, oui, là, on passe à autre chose. Moi, en tout cas, je sais que comme lectrice, plus encore que comme écrivaine, comme lectrice, je puise dans certaines œuvres une forme d'énergie dans la manière dont les phrases se construisent, dans leur rythme, dans leur corporité, qui me donne banalement l'impression d'être vivante et d'éprouver quelque chose avec mon corps, et que c'est aussi dans le geste d'écriture ce qui se passe, quel que soit aussi sombre ou aussi négatif que puisse être l'histoire que je raconte. Il y a toujours ce moment, à la fois dans l'écriture et dans la lecture, où c'est une forme d'énergie de vie, en tout cas, qui à la fois traverse et prend forme. Vous avez des sources d'inspiration qui vous ont un peu influencé, ou en tout cas, du moins inspiré sur ces thématiques-là ? Il y a un livre, moi, qui... Alors déjà, dans chacun de ces deux livres, il y a un livre. Il y a ici Delillo, alors qui n'est pas une source d'inspiration parce que c'est vraiment assez monumental, et aussi la précision avec laquelle il travaille, la question des déchets est réellement impressionnante. Ici, c'est Kleist qui m'accompagne, donc le 19e, tout autre chose. Mais dans la composition de ces formes un peu hybrides, il y a Yucca Mountain de John D'Agata qui pour moi est absolument exemplaire. Donc il y a un récit sur un projet d'enfouissement de déchets nucléaires à côté de Las Vegas, un récit extrêmement documenté, précis. Alors là, vraiment une enquête avec beaucoup d'entretiens, avec plein de spécialistes de différentes disciplines qui permettent de comprendre ce lieu. Et en même temps une forme de réflexion crépusculaire, mélancolique sur les suicides d'un des plus hauts hôtels de Las Vegas, et puis des visites à sa maman. Voilà. Donc dans cette manière de lier ou d'associer, de faire résonner entre eux des aspects ou des thèmes qui semblent très éloignés, là il y a quelque chose d'exemplaire pour moi. On arrive, on va bientôt passer le micro au public, mais avant ça, je voudrais aussi vous parler de votre énergie créatrice à vous, puisque vous enseignez l'écriture créative. Est-ce que vous avez des méthodes d'inspiration ? Comment vous procédez ?
Alors pour l'enseignement, là, je pense, j'aurais pas du tout le temps de développer. Mais Pas moi, pour écrire, exactement, vous en tant qu'écrivaine. alors oui, c'est pas une méthode, mais comme point de départ, mais je vais vraiment où mon désir me porte. Je pense pas qu'on soit comme écrivain obligé d'écrire. Et j'essaie que l'intérêt ou la curiosité ou le désir vraiment se soit cristallisé assez fortement pour m'engager dans un livre au bout duquel j'irai en étant à l'écoute dans ces récits documentaires, précisément à l'écoute des sources dont je parlais précédemment. Dans la construction de la mer intérieure, entre le moment où vous faites justement ces enquêtes, le moment de la rédaction, ça représente à peu près combien de temps ? 4-5 ans à peu près. Et ça c'est ma dernière question, et ensuite on passera le micro au public, quand vous avez des pannes sèches d'inspiration? J'ai pas vraiment de panne, justement parce que je vais où mon désir me porte, donc c'est plus ou moins aisé, c'est plus ou moins agréable. Là, je traverse vraiment aussi des souffrances qui sont pas les miennes, mais avec lesquelles j'essaie d'être en empathie pour les faire ressentir. Mais je connais pas ça, la panne. Merci beaucoup. Merci. On va faire circuler un micro parmi vous. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Je sais que la première question, c'est toujours difficile. Il faut se lancer. Oui, c'est bon. Oui, ça va, c'est bon. Donc vous partez dans les deux récits dont on a parlé d'espace. Je sais qu'on parle souvent d'éco-poétique en ce moment, donc l'idée de la poétique du lieu. Comment vous pensez ce lien entre le lieu, qui est donc une étendue spatiale, et le passage, vous l'avez dit, au récit chronologique, qui est donc une sorte d'étendue dans le temps, où donc on change en quelque sorte l'axe de perception entre, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Je ne sais pas si je vais répondre exactement, mais je peux, en tout cas... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont le temps se sédimente dans l'espace, très précisément. Ma thèse en littérature comparée est portée sur des questions de mémoire, sur des questions mémorielles. Et ce que j'essaie de percevoir dans les lieux, c'est aussi pour ça que j'ai lu ce passage quand il dit « Ceci est l'histoire du nombre », c'est précisément la présence rémanente de ce qui a disparu dans des lieux qui parfois n'en portent plus trace. Donc c'est à la fois de raconter un récit, mais aussi de faire résonner ou de faire percevoir le spectral. C'est-à-dire que dans les deux textes, en effet, il y a cet aspect-là de ce qui n'est plus, mais ce qui n'est pas encore aussi. Oui, absolument. Est-ce que... Madame, merci. Par contre, on enregistre malheureusement toutes les questions pour entendre les réponses derrière. Merci. Bonjour, merci. Je voulais savoir si le travail de Žukovský et dans Testimony, l'objectivisme américain et le rapport aux archives, vous avez intéressé, vous avez marqué comme influence. Voilà. Alors, je ne le pense pas forcément en termes d'influence. C'est évidemment quelque chose qui m'a intéressée. Il y a un autre texte qui est proche peut-être de cette démarche d'un Autrichien qui s'appelle Heimrat Becker et qui s'appelle Transcription. C'est chez Hérolimite et c'est des archives des camps d'extermination et de procès. Et donc Heimrat Becker se confronte avec toute cette matière et à la matière de Žukovský la recompose. Dans ma démarche est beaucoup moins radicale dans le sens où il y a une forme de souplesse quand je parle de montage. Je cherche quand même une forme de fluidité ou de tressage. Oui, vous avez évoqué la résurrection de certains terrains chargés d'histoire, donc les zones de déchets qui deviennent des parcs. C'est un peu comme les fleurs qui poussent sur les anciens camps de concentration. Est-ce qu'on doit préserver le devoir de mémoire sur ces lieux-là? Moi, je parle ici comme écrivaine et je ne sais pas ce qu'on peut et ce qu'on doit. J'ai pas de...
ce qui m'intéresse, c'est de montrer les tensions, la complexité, la stratification des choses. Par exemple, il y a un très très beau film de Marceline Loridan Evans qui s'appelle La petite prairie au boulot. C'est un film de fiction où un personnage qui est son double revient à Birkenau et voit ce paysage tout à fait idyllique. Et voilà, enfin, c'est avec ce trouble-là aussi du musée, parce que c'est pas parce qu'il y a des institutions mémorielles que la mémoire est préservée exactement. En fait, quand je vais dans des espaces comme ça, enfin, après, je suis pas allée dans... Enfin, j'ai jamais écrit sur les camps en tant que tel, et je le ferai pas. Mais en tout cas, c'est plus les différentes temporalités, aussi les différentes temporalités de l'écriture de la mémoire qui m'intéressent. Mais dire ce qu'on peut ou ce qu'on doit, j'ai mes convictions, et il y a certaines qui apparaissent dans mes livres, comme ce sentiment par rapport à la question de la compensation. Mais sinon, j'essaie de pas formuler d'avis dans mes livres. D'ailleurs, quand vous visitez Fresh Kills, à ce moment-là, vous y allez parce que vous essayez de comprendre quelque chose qui vous échappe précisément. Oui, de fait, quand j'ai entendu parler de Fresh Kills, ou quand j'ai un peu mieux compris ce que c'était que ce lieu, donc un lieu qui a été une décharge pendant des décennies et dont on affirme qu'il est vendu, enfin, ce qui va devenir un parc, moi j'ai pensé tout de suite simulacre. Je dis c'est pas possible, on va pas, les gens qui ont vécu là ne vont pas accepter cette idée. Mais ensuite, quand je suis moi-même dans un lieu qui est effectivement un parc, et que je comprends aussi en discutant à quel point la décharge a été une marque, quelque chose d'extrêmement difficile à vivre, je me dis, bon, qu'est-ce que je viens faire avec mes grands titres ou mes grands sous-titres est-ce qu'il n'y a pas autre chose à comprendre ici que de plaquer sur ce lieu mon interprétation européenne, c'est du simulacre. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc en fait, c'est sur cette question ce qu'on croit ou ce qu'on veut quand on est... Enfin, en tout cas, moi, comme je le travaille, c'est que, évidemment, j'ai des avis qui peuvent être des avis bien tranchés, mais je travaille à une espèce d'équilibre entre la suspension du jugement pour essayer d'être poreuse et de comprendre en fait les choses qui sont souvent que je trouve en tout cas très compliquées, mais en même temps de ne pas donner l'idée que tout se vaut, ça c'est et de ne pas non plus épouser tous les points de vue. Donc voilà, c'est sur cette ligne-là que je travaille. Monsieur, merci. Merci. Vous ne mentionnez pas l'artiste qui est à l'origine, si je ne me trompe, du projet Fresh Kills, Mir Edelman-Njokeles, qui est une artiste conceptuelle, féministe, et qui a écrit un manifeste de la maintenance, et qui fait un travail tout à fait intéressant sur cette idée-là de, plutôt que de créer, maintenir l'existant en prenant soin. Comment est-ce que vous avez, enfin, j'imagine que vous connaissez ce fait. Comment est-ce que vous l'avez traité dans votre livre ? Je ne parle pas de cet artiste. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire qui est à l'origine du projet Fresh Kills. En fait, je connais son travail, ses photographies sur la maintenance précisément, et aussi. Je vous en prie. Oui, elle est à l'origine de ce projet. C'est un projet beaucoup plus global qui s'appelle Touch Sanitation, où elle a remercié tous les ouvriers chargés des questions sanitaires de New York. Elle a donné, je ne sais plus combien de milliers de poignées de main pour les remercier. Elle a fait un défilé de ballets au centre, enfin, dans New York. Elle a fait tout un tas de performances. Et donc la touche finale de son projet, ça a été non pas d'effacer la décharge, mais de la retourner en son opposé.
Dans ce livre précisément, ce que je raconte, c'est l'histoire de la réhabilitation. Donc je ne parle pas de ce lien. Enfin, je parle des services sanitaires de la ville de New York dans la mesure où ils s'expriment dans les archives et où je cite certaines archives. Monsieur avait j'ai vu une main levée ici même. Oui, mais merci. C'est très intéressant. Je voulais... vous parliez des lieux qui font l'objet d'un récit et tout votre travail sur le récit et le lieu. Est-ce qu'il y a des non-lieux? Je fais référence à Marc Auger. Mais pour moi, les non-lieux ou les lieux les plus aseptisés ou les plus impersonnels sont difficiles à raconter précisément. Je ne dis pas que c'est inintéressant, mais en tout cas, même si je travaille avec des espaces où la question de la perception est quand même fragile ou problématique, c'est pas précisément sur ces lieux-là que j'écris. Il y a des non-lieux, mais peut-être que si on s'y installe et qu'on leur porte une attention réelle et prolongée, on déploie aussi autre chose que leur pure négativité. Et je pense qu'on peut prendre une dernière question, si dernière question il y a parmi vous. Écoutez, je pense que comme on arrive en effet à la fin de cette rencontre, comme il y a un programme et un agenda très chargé de roulement. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci Merci Lucie.